Alors, juste- bonjour, je m'appelle Magdalena Smilov, je suis médecin généraliste à Paris. Du coup, je vais vous présenter quelles sont les représentations de l'alimentation chez les personnes transgenres, qui est une étude qualitative selon une approche phénoménologique. Alors tout d'abord, rapidement, juste en quelques définitions, faire le distinguo entre transsexuel et transgenre. Le terme transsexuel est une définition de la Cour européenne des droits de l'homme qui explique que les transsexuels sont les personnes qui, tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d'appartenance à un autre et qui, pour ce faire, ont recours notamment à la chirurgie ou à l'hormonothérapie, tandis que le terme transgenre fait référence aux travaux de la philosophe américaine Judith Butler, pour qui le genre est une construction sociale, qu'il faut essayer de déconstruire cette dichotomie. De manière générale, on utilise le terme trans, qui est le terme majoritairement utilisé par les personnes elles-mêmes pour parler d'elles. Il s'agit d'une population fragile pour plusieurs raisons. D'une part, en raison d'un risque cardiovasculaire augmenté lié à l'hormonothérapie, aux effets secondaires, notamment des trithérapies. Il existe également des troubles du comportement alimentaire et c'est une population qui a une faible propension à consulter son médecin traitant. Les objectifs de cette étude étaient de mener une réflexion autour de la place du soutien nutritionnel qu'on peut leur apporter. Et pour ce faire, il s'agissait de réaliser un état des lieux préalable en étudiant les représentations de l'alimentation chez les personnes trans selon une approche phénoménologique. De manière plus précise, l'analyse interprétative phénoménologique est une méthode d'analyse qualitative spécifique qui se focalise sur la découverte des processus par lesquels les participants donnent du sens à leur propre vécu en se servant des récits qu'ils en font et en les analysant. Cette méthode qualitative s'appuie sur plusieurs critères de validité qui sont notamment la triangulation des chercheurs et la triangulation environnementale dans le cas présent et également sur la saturation des données. La population étudiée concernait 11 personnes, à la fois male to female ou female to male. Le recrutement s'est fait par divers biais, notamment hospitaliers, associatifs ou personnels. L'échantillonnage était raisonné à variation maximale, c'est-à-dire qu'on cherchait des personnes les plus diverses possibles. Les entretiens étaient compréhensifs, c'est-à-dire que il y avait une ouverture, une ouverture laissée aux personnes pour capter le plus d'informations possible, tout en gardant une structuration nécessaire pour les guider. Et là encore, la saturation des données a été obtenue au bout du 10e entretien et un entretien supplémentaire a été mené. En ce qui concerne l'analyse des données, elle a été descriptive, interprétative et s'est appuyée sur l'utilisation du logiciel NVivo. Il s'agissait d'une part de faire émerger des thèmes saillants à partir de la multitude de résultats, ensuite de créer des connexions entre ces thèmes saillants et la dernière étape était un petit peu plus expansive. Il s'agissait de proposer un modèle entre les interactions de ces thèmes saillants. Les caractéristiques des patients étaient assez variées, justement parce qu'il s'agissait d'un échantillon raisonné et étaient diverses en termes de genre, d'âge, de pays d'origine, de la présence ou non d'une hormonothérapie de synthèse, d'une chirurgie de réassignation, d'indice de masse corporelle ou de catégorie socio-professionnelle. La durée des moyennes de chaque entretien était longue, avec en moyenne 66 minutes. Les résultats ont été extrêmement nombreux. Je vous ai volontairement sélectionné les résultats principaux qui étaient des thèmes saillants à partir desquels des connexions sont apparues. Un des points principaux était le rôle déterminant de l'enfance, avec notamment l'existence de 2 facteurs fragilisants pérennes, qui étaient l'absence de cadre familial rassurant et l'absence de rituel alimentaire.
Un autre point concernait l'image de soi et de son corps. Le corps originel était vécu comme désincarné. La personne ne se reconnaissait pas dans ce corps originel. Et c'est pour ça qu'un des moyens de le punir passait notamment par l'alimentation, puisque c'était un corps qui était perçu comme n'étant pas le sien. Petit à petit, grâce à la transition, il apparaissait une acceptation progressive de soi avec, d'une part, l'acceptation, le deuil du corps fantasmé, et l'individu acceptait petit à petit ce corps qui était certes imparfait, mais qui était sien et qu'il appréhendait de plus en plus au fil de la transition. On appelle passing toutes les stratégies mises en œuvre pour faire correspondre le genre auquel on s'identifie en l'apparence, en ce que perçoivent les individus. Et cette notion est extrêmement importante pour la communauté trans, et un passing était considéré comme réussi dans la mesure où on paraissait naturel. L'aspect naturel était perçu comme étant plus important que de paraître beau. Un troisième thème important, un thème saillant, était les représentations de l'alimentation. Il existait à la fois un craving pour les aliments sucrés, gras, qui pouvaient être tantôt source de plaisir, mais souvent source de culpabilité. En parallèle, toutes les tentatives de régime strict étaient vécues comme source de frustration et perçues comme nécessairement vouées à l'échec, tandis que des régimes alimentaires et un accompagnement plus souple étaient considérés comme ayant une meilleure observance. Enfin, un autre point marquant est qu'en prenant en compte les freins à l'accès à une alimentation équilibrée, notamment l'aspect financier, il existait un réel désir d'accompagnement et de rééducation nutritionnelle pour ces personnes trans, et ce, d'autant plus qu'il existe cette faible propension à consulter son médecin traitant, le médecin qui est perçu comme ayant des connaissances insuffisantes et une sensibilisation insuffisante vis-à-vis des questions spécifiques liées aux personnes trans. Et c'est pourquoi le médecin était souvent qu'une source secondaire d'information. C'est souvent la communauté trans vers laquelle la personne se retournait pour avoir accès à ces informations. Un dernier point était l'impact de la transition sur l'alimentation. L'individu avait conscience que la transition modifiait son appétit, son métabolisme, d'une part par l'hormonothérapie, et une des possibilités pour compenser, pour prendre soin de son corps du fait de l'hormonothérapie qu'on lui infligeait, était d'utiliser l'alimentation comme un soin. Et comme je disais, un autre point était le lien vis-à-vis du corps médical, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la modification des habitudes alimentaires, par exemple par la maladie chronique en elle-même ou les effets secondaires des traitements. Là encore, l'utilisation de l'alimentation comme soin cette fois, et d'autre part, enfin, comme c'est le patient, la communauté qui s'érige en personne référente, en patient expert, pour trouver les conseils que le corps médical n'était pas capable d'apporter à la communauté trans. De tous ces résultats s'articulent entre eux en axes de tension. C'est-à-dire qu'il existe, donc on l'a vu, à la fois une dépendance pour l'alimentation, source de plaisir, de culpabilité. Cette dépendance est sous-tendue par le fait que cette même alimentation peut être l'outil par lequel l'individu maltraite ce corps qu'il ne reconnaît pas comme sien. Un autre axe de tension était que pour mieux s'appréhender, il y avait une recherche de contrôle de soi par l'alimentation, la chirurgie, l'hormonothérapie, mais que toutes ces stratégies de contrôle du soi étaient sous-tendues par leurs propres limites, notamment par la plasticité limitée du corps. En parallèle, le sentiment de préjudice d'être né dans son corps dans lequel on ne se reconnaît pas était sous-tendu par le sentiment de culpabilité, par le fait d'être capable d'auto-agressivité vis-à-vis de son corps, notamment par l'alimentation.
En ce qui concerne le corps, il est un élément pivot entre le corps réalité et le corps fantasme. C'est un corps qui est mouvant, qui évolue au fil de la transition. Il y a à la fois avec ce corps au sein duquel on ne se reconnaît pas, qui évolue au fil et à mesure de la transition et qu'on appréhende, c'est-à-dire que le corps est à la fois mouvant, mais en même temps, c'est un élément d'ancrage dans sa propre réalité à un moment donné. Enfin, cet axe de tension et un autre élément de souffrance pour les personnes trans était que pour pallier à l'insuffisance de compétences du corps médical pour comprendre les questions spécifiques liées à l'identité et à l'alimentation des personnes trans, c'est la communauté qui s'érige en patient expert et c'est vers elle qu'on se tourne en priorité pour trouver un père, un compagnonnage, pour trouver les réponses aux questions. Et tous ces axes de tension, en fait, sont ancrés dans un écosystème plus global. C'est-à-dire que l'individu en transition, qui est sans cesse en changement, tend vers l'acceptation de soi pour trouver cet apaisement. Cette acceptation de soi est imbriquée, comme on l'a vu, à la fois avec l'image du corps, de l'alimentation, et à travers de tous ces éléments, l'imbrication de tous ces éléments, on peut émettre l'hypothèse que le fait de comprendre la manière dont la personne s'alimente permet d'avoir accès au niveau d'acceptation de soi et par extension de comprendre le niveau de qualité de vie et de perception de soi. Ayant pu prendre en compte tous ces aliments, il y a de manière plus concrète des perspectives pour la prise en charge de ces personnes trans en soins de premier recours. C'est-à-dire que l'alimentation, qui est un sujet banal et important, est une porte d'accès pour entrer, pour essayer de comprendre les problématiques plus profondes, parce que c'est un sujet qui permet de désamorcer toute la méfiance qu'il y a vis-à-vis du corps médical, de fil en aiguille, d'avoir accès aux problématiques liées à la fois à la transidentité et de fait à l'alimentation. Ainsi, le médecin qui, en utilisant l'approche biopsychosociale comme outil clinique, permet de prendre en compte et en charge la personne et ses difficultés dans leur globalité, pour créer un terrain favorable et mettre en place l'approche centrée personne, qui fait que la personne devient l'acteur principal de sa propre santé et de fait de sa propre alimentation. Une fois cette alliance thérapeutique créée, le médecin peut dans un second temps prodiguer les conseils de prévention vis-à-vis du risque cardiovasculaire, qui est donc plus important chez cette population fragile.